Bonsoir. Bonsoir, ça va? Et ça va et toi, comment vas-tu? Très très bien. Je vois qu'on a la même coupe de cheveux. Ouais, moi ça n'a pas eu le temps de repousser, je viens de le faire sur tes conseils un petit peu. C'est vrai qu'on s'est appelé tout à l'heure et tu m'avais dit qu'il allait avoir une petite surprise. Ouais, ouais, new look, c'est le look coronavirus. Mes enfants n'avaient pas de ciseaux, donc elles ont réglé le problème avec une tondeuse. Ça a le temps de repousser, hein. Oui, bon, je vois Laetitia Ducoidic qui est très souvent avec toi, en tout cas on voit sur les réseaux sociaux, qui met des petits cœurs, donc je pense pas que ça la choque de trop. Ça l'a pas traumatisé, tant mieux. Salut Titi. Bon, alors on est ensemble pour une petite heure, logiquement, avec toi. Je vois Eugénie Angot qui dit effectivement c'est aussi très court, peut-être ma coupe et ta coupe, parce que Génie, on l'a accueilli il y a quelques jours. On Uh-huh. va échanger tous ensemble. D'abord, où est-ce que tu es confiné, toi, actuellement, et que fais-tu? Ben, moi, je suis ici dans mon bureau chez moi en Vendée. J'ai déménagé en 2013. En fait, j'ai rénové une partie de la ferme familiale où mes grands-parents sont arrivés en 1937. D'accord. Et donc, j'ai des chevaux au pré, j'ai une pouliche de 3 ans, une poulinière, et puis une partie de la grange, je l'ai aménagée pour faire des séminaires, des réceptions. Et j'habite ici, donc je suis chez moi, avec deux de mes filles et un des compagnons. Et bon, on va parler un petit peu de tes multiples casquettes que j'aurais peut-être dû mettre pendant ce live d'ailleurs. Mais pour le moment, comment tu te réinventes face à cette crise voilà, on est chez nous, on est chanceux, je pense, mais en tout cas, il faut pas qu'on oublie qu'effectivement, il y a une crise qui se joue actuellement. Mais comment tu vois des opportunités en ça? Moi, déjà, je compatis avec les personnes qui ont été touchées directement par la maladie, ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'est pas le cas de mes proches. Et puis, bien évidemment, on ne peut qu'avoir une pensée pour personnel soignant. C'est bien beau de les fêter le soir à 20 heures, mais je pense que quand il y a des revendications, c'est pas une émission politique, mais quand même, ça pose de vraies questions sur le service public. Et là, on voit avec quel courage ces personnes-là affrontent cette maladie. Et nous, bien évidemment, on est impacté. Alors, je dirais qu'au fur et à mesure du temps, la réflexion évolue, et notamment sur notre sport, puisqu'il s'agit de ça. Et il est évident que, on a écouté le Premier ministre tout à l'heure, il est évident qu'il y aura un après, mais cet après, ce sera un autre récit. Il va falloir réécrire quelque chose, parce que l'impact est mondial. Nous sommes sur un sport, comme beaucoup de sports d'ailleurs, qui fonctionne sur la bonne santé des entreprises. Or là, au-delà de la crise sanitaire, il y aura une crise économique inévitable derrière et bien malin qui peut prédire de quelle manière on va redémarrer la machine. Donc évidemment, ça va impacter. Et quand on parle du cheval, en anglais, on dit the horse industry. Ça veut dire que derrière, il y a des emplois. Il y a divers métiers. Vous parliez de mes diverses casquettes. Effectivement, il y a plein de métiers qu'on peut faire à travers ce sport, autour du cheval, autour d'une passion. Et je ne sais pas comment ça va redémarrer. Et en ce qui me concerne, j'essaye en tout cas de rester calme et de réfléchir, de se dire aussi que peut-être ce coronavirus nous envoie un message, à nous de le trouver, de le comprendre et de se reprojeter sur ce que sera après. La priorité, c'est le bien-être des chevaux, c'est de faire en sorte que les chevaux soient bien traités. Alors on sait que dans des clubs, ils sont dans des difficultés vraiment compliquées par rapport au fait même de les nourrir. Il y a des initiatives qui ont été prises dans ce domaine-là. Et puis, moi, je dirais que je suis en fin de carrière, donc j'ai essayé de rebondir d'une manière ou d'une autre, mais je pense aux jeunes qui s'installent. Et vraiment, ça ne doit pas être facile de débuter dans ce métier avec plein de rêves. Et finalement, tout s'écroule. C'est-à-dire que là, tout est à l'arrêt et puis tout s'écroule. Mais en même temps, je suis d'une humeur positive et d'un caractère optimiste. Et je me dis qu'il y aura un après. Donc, il faudra peut-être le réécrire avec un nouveau logiciel, mais qu'en tout cas, les chevaux seront là demain. Et je pense que les chevaux ont vraiment une place dans le monde d'aujourd'hui.
Donc ça, je pense que ça continuera. Mais sous quelle forme, c'est encore compliqué pour le dire. C'est vrai que tu as été entraîneur d'équipe de France, du Brésil, entraîneur privé pour de nombreux cavaliers de haut niveau, une vie dans les aéroports et sur les terrains de concours. Là, d'être chez soi par obligation, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je sais que tu es quand même très proche du milieu culturel. Comment on se nourrit et comment on réfléchit? Au début, je me suis un peu reposé et j'ai posé les valises. J'ai rangé ma valise. Je ne la vois plus. Et ça, c'est très rare. En général, effectivement, elle est au pied du lit. Et en fait, je rentrais de Doha, où j'avais passé 10 jours. Et je suis entouré de deux de mes filles et d'Harold, un de mes gendres. Et finalement, on en a profité pour mettre en place un système où chacun vit sa journée. On se retrouve au moment des repas. On échange beaucoup. Et moi, j'en ai profité pour nettoyer. Faire, vous savez, il y a toujours une liste dit on fera ça plus tard quand on aura le temps. Eh bien là, petit à petit, je diminue ma liste. Les clôtures sont refaites, vérifiées. J'ai fait du jardinage beaucoup, bricolage pas mal. Et j'ai fait un très beau poulailler notamment. Et je lis, je trie, je range. Alors, il ne faudrait pas que ça dure 6 mois là, parce que je vais commencer à gratter. Mais on a eu la chance d'avoir un printemps magnifique, donc sincèrement, je suis conscient qu'on est privilégié. Et je dois dire que j'ai savouré aussi le fait de moins courir après des avions. Ouais. On a un petit peu parlé littérature avec Éric Louradour, avec Michel Robert, qui, en plus de leurs livres, nous ont parlé de manuels équestres fondateurs et d'autres sur la PNL notamment, ou en tout cas comment avancer dans la vie. Est-ce qu'il y a des lectures, toi, que tu recommandes ou dans lesquelles tu t'es replongé? Parce qu'il nous reste minimum encore 2 semaines de confinement et pourquoi pas conseiller des lectures? Bah, les lectures, il y a Équitation française du général Durand qui globalement écrit vraiment des choses sur les bases et sur cette équitation française qui est reconnue aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nuno Oliveira reste pour moi, j'ai pas eu le privilège de le connaître, mais j'ai lu ses livres. Et puis, je m'inspire aussi du livre de George Morris. Mais j'ai lu aussi d'autres choses. Je lis pas mal de biographies de sportifs. André Agassi, Usain Bolt, Laure Manodou, Aimé Jacquet, bien sûr, Laporte. Je me suis beaucoup inspiré en tant qu'entraîneur de livres comme ça. Et il y en a un notamment que je recommande sur le management qui s'appelle L'avenir du management de Peter Drucker. C'est un Américain qui fait pas mal d'interventions en entreprise. Et ce qui m'a plu et que j'utilise beaucoup, mais depuis longtemps, donc j'ai beaucoup testé, c'est le fait de travailler sur les talents. On a tendance souvent, que ce soit avec les chevaux ou avec les gens, parce que pour moi c'est indissociable. J'étais cavalier, je le reste parce que je monte encore de temps en temps à cheval sur les chevaux de mes élèves. Mais quand on est entraîneur, puis chef d'équipe, on est manager en fait. Et donc je disais, on a beaucoup travaillé sur ne fais pas ça en demandant de faire quelque chose. Et quand vous décelez les qualités, les talents d'une personne et que vous essayez de développer ces talents, vous allez, un, aller beaucoup plus vite, et deux, vous allez aller beaucoup plus loin. Et du coup, ça, c'est mon livre de référence que j'ai conseillé déjà à pas mal de gens. Et j'ai pas mal d'exemples concrets où ça a vraiment été spectaculaire. Ouais. Bon, c'est vrai que ta casquette principale, en tout cas, on t'a connu en tant qu'entraîneur. Tu as eu une première partie de cavalier de haut niveau, tout de même avec une médaille au niveau européen. Euh, Comment on raccroche ces bottes? Et je t'ai notamment invité pour on a eu un groom qui s'est réorienté. Donc ça, je voulais un peu montrer aussi qu'on pouvait faire un métier de groom qui est très prenant et puis avoir une porte de sortie et voir autre chose. Là, on a en face de nous un ancien cavalier de haut niveau qui très tôt a mis les bottes dans le placard pour se consacrer et transmettre, là où certains attendent une fin de carrière et une reconversion due à l'âge et à l'incapacité de continuer dans le sport. Comment ça s'est fait? Alors pour tout vous dire, pour tout te dire, j'ai un CAP de peintre en bâtiment avant tout. Qu'ensuite j'ai été palefrenier. J'ai été premier garçon chez Hubert Thirouin.
Et ça a été une expérience formidable parce que il y avait 80 chevaux à l'époque, j'en débourrais 20 par an. Et j'ai appris vraiment le métier. Au départ avec mes frères, parce que je suis parti dans le milieu à 18 ans. Pour tout te dire, je n'avais pas de plan de carrière. Je suis parti vraiment à l'aventure. Mais le fait d'avoir occupé ces divers métiers du cheval, j'ai aussi été organisateur avec Chantilly, où j'ai participé pendant 10 ans. Et je crois aujourd'hui avoir, à travers toutes ces facettes du métier, appris énormément de choses autour du cheval. Et puis comment ça s'est fait? En fait, oui, j'étais un cavalier qui a voulu progresser. Je savais pas jusqu'où j'irais. J'ai eu la chance avec Hurlevent Pironnière d'aller jusqu'au championnat d'Europe en 95 avec Hervé Godignon, Bosti, Alexandra Lederman, Patrick Caron, entraîneur. Et sans fausse modestie, je me suis jamais pris pour une tête de série. J'étais un bon soldat de l'équipe de France, je rendais service. Et puis en 96, j'avais vendu Hurlevent après les Jeux d'Atlanta. Il était sur la liste et en début d'année, on l'avait traité pour le blanchir de la pyro et il était vraiment en dessous de ses niveaux, donc je ne suis pas allé. Et j'ai décidé de le vendre parce que j'avais construit une écurie, j'avais des emprunts, etc. Et très vite, je me suis vraiment interrogé sur qu'est-ce que j'allais faire parce que l'adrénaline est une drogue dure. Et cette adrénaline de la compétition, je sentais que ça allait me manquer. Et j'ai eu l'opportunité de commencer en fait au Japon au départ, grâce à mon fournisseur de sel et ami Jean-François Meyer, qui m'avait indiqué un cavalier japonais qui montait en 95 à la Baule. Et je l'ai rencontré et l'année d'après, il m'a téléphoné pour me dire, voilà, j'aimerais venir en France. Est-ce que tu peux accueillir mon cheval? Moi, je viendrai tous les 3-4 mois. Je ferai des circuits et j'aimerais que tu me coaches. Et en fait, j'ai commencé vraiment, j'avais toujours eu des élèves, mais au niveau international, j'ai commencé à ce moment-là. Et en fait, j'ai travaillé 4 ans avec eux jusqu'au moment où j'ai pris le poste de l'équipe de France. Et là, ça faisait partie de mon engagement vis-à-vis des cavaliers en leur disant, voilà, si je prends ce poste-là que vous me demandez, je le ferai à 100%, donc je ne serai plus cavalier. Et ça s'est fait tout naturellement. Et là, ma dose d'adrénaline, j'ai eu ce qu'il fallait. Je n'ai pas regretté. Comment on passe d'un cavalier de haut niveau à, même pas à 40 ans, sélectionneur, entraîneur est-ce que tu as eu des modèles? Tu parlais de Patrick Caron tout à l'heure. Est-ce que tu as eu des modèles qui t'ont inspiré, qui t'ont dit ça, je veux le faire, j'aime transmettre? Est-ce que c'est une fibre, c'est un don? Comment ça se travaille Déjà Alors, cette connaissance et, ensuite cette transmission. Alors, pour répondre à la première partie de la question sur les modèles, moi j'ai eu Jean Dorjec, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et on était gamins, mais quand en 76 ils ont gagné cette médaille, en plus Jean Dorjec, ça avait une personnalité extrêmement forte et c'était un meneur d'hommes. Marcel Rosier m'a toujours inspiré, encore aujourd'hui. Nelson Pessoa, en tant qu'entraîneur, bien évidemment. Et j'ai eu, on en reparlera sûrement, mais après j'ai eu l'occasion, moi, petit gars qui venait de Vendée, de le côtoyer et de rentrer dans ses chaussures de sélectionneur pour le Brésil. Donc c'était une émotion vraiment, vraiment importante. Et puis Patrick, parce que moi j'étais cavalier sous Patrick. Donc moi, je suis un buvard un peu, je suis très curieux. Alors je regarde, j'observe, mais après, une fois que vous êtes nommé, vous êtes devant vraiment une page blanche parce qu'il n'y a pas de livre qui raconte ça. Il y a des retours d'expérience, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de livre. Alors justement, c'est là où j'ai été lire un peu les bouquins des. Alors j'avais mon idée quand même. J'avais en tout cas, oui, je m'étais beaucoup inspiré d'Aimé Jacquet, 98, 2 ans avant, et du gars qui est presque suspendu à une corde et qui est champion du monde et qui devient un héros. Donc j'ai compris que c'était fragile cette affaire-là. Et mais lui, il m'a beaucoup inspiré, donc j'ai acheté son bouquin, j'ai regardé évidemment Les yeux dans les bleus, où on avait accès au vestiaire. Et je me suis nourri de tout ça. Ça, c'était une partie de la question. Ensuite, la deuxième partie de question, c'est effectivement comment on fait. Et ça a été le plus, je dirais,
anxiogène pour moi, c'est de dire, voilà, j'étais beaucoup moins médaillé, j'avais un palmarès beaucoup moins éloquent que la plupart des cavaliers que je manageais à l'époque, Michel La Robert, Hubert légitimité. Bourdi, Godignon, Navet, Balanda, je vais en oublier, Bosti, Patrice, et là, je me souviens, mais je m'en souviendrai toute ma vie, c'est mon premier brief avec eux. Je les avais réunis à Saumur et ma première prise de parole où j'allais expliquer mon système, j'allais expliquer de quelle manière j'envisageais de mener cette mission et du coup de changer de costard. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas à côté de vos copains en train de parler, vous êtes en face et c'est vous qui allez devoir à un moment donné dire oui et surtout non. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement qui vous oblige, qui vous oblige. Donc c'est du H24. À partir du moment où vous prenez ce poste-là, c'est, enfin moi en tout cas, mais quand j'en parle avec mes collègues, j'avais Philippe Garda cet après-midi au téléphone, c'est quelque chose de vraiment exaltant, mais qui vous oblige. Et puis après, il y a tous ceux qui étaient vos copains un peu plus, et à qui on est amené à dire non et qui ne comprennent pas. Et donc, ça amène bien évidemment des tensions, voire des engueulades, il y en a eu, bien évidemment. Mais s'il y a une période que je ne regrette pas de ma vie, c'est bien celle-là. Ouais, c'est vrai que ça doit être magique. Tu as pris comme exemple Aimé Jacquet, l'entraîneur de l'équipe de France de foot. Ça me fait penser un peu, tu es arrivé un peu à la tête de l'équipe de France comme un Michel Sorgue peut-être pourrait arriver à la tête de l'équipe du Brésil. On l'a accueilli il y a De quelques temps. Suisse. Oui, pardon, Suisse. Une multitude de cordes à son arc, mais pas cette légitimité, entre guillemets, encore moins que toi, parce que tu as quand même eu une médaille de bronze au championnat d'Europe, mais de dire je peux amener autre chose, je suis un manager, j'ai des connaissances dans autre chose, et j'arrive jeune et moins légitime que certains, mais je vais quand même mener le bateau. Euh, c'est comment la philosophie française était un peu pareille que celle suisse à l'époque, tu penses, d'ouvrir à des gens qui ne vont pas apporter que du technique à cheval. Alors, je ne sais pas parce que, bon, d'une part, la Suisse, elle a un système bicéphale. Il y a le sélectionneur manager, qui est Michel, qui est Andy aujourd'hui, et un entraîneur dédié, qui est Thomas Fuchs. Donc, il fonctionne à deux. Et on se rend compte qu'ils ont privilégié plutôt des chefs d'équipe qui étaient des chefs d'entreprise, donc qui avaient l'habitude de manager des équipes. Donc ça, c'est un système. Moi, il faut savoir qu'à l'époque, la Fédération française ne voulait pas de moi. C'est la pression des cavaliers de l'époque, parce que tout ça s'est fait suite à l'éviction de Patrick Caron. Et les cavaliers avaient souhaité, j'étais président de l'AXOF, donc je menais le groupe en tant que, entre guillemets, syndicat des cavaliers. Et puis j'avais ces 4 ans au Japon qui m'avaient donné un peu de maturité en tant qu'entraîneur. Donc la fédération ne voulait pas, en me considérant à la fois trop jeune et à la fois trop proche des cavaliers, et elle pensait, peut-être à juste titre, que j'allais me faire manipuler, que j'allais être un pantin, et que je n'étais pas l'homme de la situation. Donc il n'y avait pas cette réflexion-là. Et finalement, les cavaliers sont allés loin, puisque il y avait, à l'époque, il n'y avait pas la Super League, mais il y avait une finale des Coupes des Nations qui était à Rome. Et de mémoire, il y avait Hubert, Bourdi, regretté Hubert, Michel Écart, Olivier Jointeau, je crois, et Nicolas Delmotte, ou Olivier Guillon et Nicolas Delmotte. Et ils étaient prêts à ne pas partir pour que la fédération les écoute. Parce qu'en fait, lorsque Patrick a été limogé, la présidente que nous avions rencontrée via l'AXOF avait dit voilà, Patrick, on ne pourra pas le réintégrer, mais nommer quelqu'un et on verra ce qu'on peut faire. Et donc les cavaliers voulaient justement que la fédération les écoute. Et la présidente m'a appelé, Madame Reverdy, en me disant voilà, vos cavaliers font grève. J'ai écouté Madame, non, mes cavaliers font pas grève. S'il y en a un qui est contre la grève, c'est bien moi. Donc ne me parlez pas comme ça. Mais j'ai dit essayons de discuter, essayons de trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce que vous risquez?
vous me prenez, tout le monde se remet au travail, je suis mauvais. Vous diriez que vous aviez raison. Et imaginez qu'on gagne 2 ou 3 trucs, tout fonctionne. Et du coup, après, on est devenu très proche et ça a très bien fonctionné avec Madame Reverdy. Mais au départ, du coup, il n'y avait pas cette réflexion-là. Je ne vais pas vous raconter une autre histoire. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est assez dingue. Je vois qu'il y a Caroline Di Stefano qu'on a aussi accueillie pour mettre en avant Ça va, les Caroline? propriétaires qui dit coucou Jean-Maurice, Vendée Power. C'est vrai que tu viens de la Vendée. J'ai vu aussi que tu avais un peu mis le pied à l'étrier, ou en tout cas dans le beau sport, grâce à un certain Jean Rochefort. Oui, alors, il y a 2 personnes qui ont été importantes. Bon, il y a mon père, bien évidemment, qui aimait les chevaux, mais nous, on avait une ferme, on n'avait pas, c'était pas équipé pour faire du sport. Et puis, il y avait un propriétaire d'un château, Monsieur de Béjary, en fait, ils étaient 2 frères, qui prenaient tous les gosses du village qu'ils voulaient, montaient gratuitement. Et il m'a donné la passion. Je me souviens de mon premier changement de pied au galop. Il m'a expliqué ça et c'est une sensation incroyable. Et je suis parti de Vendée quand j'avais 18 ans. Et quelques années après, en 80, j'ai rencontré Jean Rochefort, qui a été, je pense que si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Jean Rochefort dans ma vie, par exemple, parce que j'aurais pas fait tout ça. J'ai le sentiment qu'il a pris une espèce de petit morceau de bois tout brut, là, et puis qu'il a affiné tout ça, et qui m'a... Et pour la petite histoire, la plus belle histoire, il faut raconter des belles histoires quand on est confiné, Jean m'emmène en 82 au championnat du monde à Dublin. Première fois que je prenais l'avion, je l'ai pris souvent depuis. Et j'étais en 82, j'avais 23 ans. Et en première fois que je prenais l'avion, équipe de France, Marcel Rosier, entraîneur, Frédéric Cottier, Patrick Caron, Michel Robert et Patrick Caron et Gilles de Balanda. Ils sont champions du monde. On est dans les tribunes, on est debout, ils passent devant nous, la Marseillaise, ils passent de nous, et Jean me gratte l'épaule en me disant « Oh mon grand, on y sera un jour ». Et je le regarde en disant « Jean, vous vous moquez de moi. On y sera un jour, mon grand ». Et ça m'émeut de le dire parce que quelque part, j'ai été champion du monde avec l'équipe de France. En 2003, je crois, on gagne la Coupe des Nations à Dublin. Ça faisait 45 ans que la France n'avait pas gagné la Coupe des Nations. Eh bien, tu vas pas me croire. Et il y a une particularité, décidément, entre Eric et moi, on a l'émotion facile. À Dublin, il y a une particularité, c'est qu'on fait le tour d'honneur au pas, derrière le band militaire, et on passe devant les tribunes comme ça. Et donc, je me revois gamin, je lève les yeux, et au moment, je revois les places où on était avec Jean, et j'entends quelqu'un qui dit « Allez la France ». Voilà, ça c'est, si je raconte ça, c'est pour faire rêver les mômes en disant tout est possible. Tout est possible. Si moi j'y suis arrivé, je peux vous dire, n'ayez peur de rien, foncez, suivez vos envies. Par contre, donnez-vous les moyens de travailler. Mais il y a des rencontres comme ça dans la vie qui vous la transforment. Et Jean en est une. Je vois Louise Rochefort qui est parmi nous et qui met un petit cœur aussi. On va parler un petit peu maintenant de l'équipe de France que tu as dirigée de 2000 à 2006. Euh, Tu as tout de suite commencé en 2002 par quelque chose de formidable finalement. Quand on est champion du monde, comment ensuite enfin, déjà, est-ce que tu peux nous raconter cette période et comment on tient 4 ans de plus avec de nouveaux objectifs? En fait, avant 2002, il y a eu 2001. C'était championnat d'Europe. Beaucoup de chevaux étaient en fin de carrière, Rochet-M, le cheval de Thierry Pommel. Il y avait eu, alors on était suite à une période compliquée parce que il y avait eu l'éviction de Patrick Caron en 99. Ensuite, c'est Marcel qui était revenu aux manettes et qui avait emmené l'équipe à Sydney en 2000, avec une performance tout à fait correcte puisqu'ils étaient quatrième par équipe, ils avaient barré avec le Brésil. Mais il y avait eu des chevaux qui avaient changé de cavalier et il y avait vraiment une ambiance difficile, un climat tendu, très tendu. Donc je suis arrivé vraiment dans une période de tension et c'était pas évident de succéder à ça parce que Marcel, moi bien évidemment que c'était j'ai énormément de respect et qui je suis pour donc c'était compliqué. Et ce 2001,
ça m'a quand même permis. Alors déjà, ça a commencé très fort. Coup de bol, la chance des débutants. Premier CSIO, la Baule, on gagne la Coupe des Nations. On gagne le Grand Prix. Bon, 8 jours après, je pars à Rome, gagner la Coupe des Nations. Je dis, putain, c'est facile ce boulot-là. Bon, ça n'a pas continué tout le temps comme ça. Et donc 2001, championnat d'Europe, 7e, et je me souviens avoir donné une interview à Antoine Baldasseri en disant, voilà, c'est notre place. C'est notre place, nous on est là. Cavaliers qui sont là, je n'ai rien à leur reprocher. Il y en a qui sont à la maison, mais il va vraiment falloir qu'on y aille tous en serrant les coudes parce que l'équipe de France, pour moi, quand j'ai travaillé chez Constant quand j'étais gamin, il avait été membre de l'équipe de France, il avait une veste, je la mettais, j'allais quand il n'était pas là et je la mettais, je me regardais dans le miroir. Je rêvais dans ma vie de porter cette veste. Pour moi, ça représentait vraiment tellement de choses, quoi. Et donc, quand vous êtes le manager de cette fameuse équipe de France que vous adorez, l'équipe de France, c'est pluriel. C'est pas l'entraîneur. C'est pas le sélectionneur. Oui, c'est une partie. Mais c'est avant tout une équipe, comme son nom l'indique. Donc, il fallait mobiliser autour du projet. Et puis 2002 est arrivé, où on a eu une saison où, sincèrement, en début d'année, à l'époque, tiens, aujourd'hui, là, avril, j'avais des idées, mais rien n'était clair. Il y avait bien sûr Eric avec Dollard qui, comme il l'a exprimé, avait refusé la sélection de Sydney et pensait. Mais Eric est tellement perfectionniste qu'il pense toujours qu'il lui en manque. Mais on l'a amené très tranquillement. Il y avait Eric Levallois, qui avait ce fabuleux étalon, diamant, très compliqué. Il s'était attaché les services de Neko et de Jos Kumpf. Donc, et puis j'en avais testé plein d'autres. Et puis il y en avait un, et ça c'est une des belles histoires que je veux raconter parce qu'à la fin, oui, il y a les médailles, mais ce que je voudrais, je regarde parce que j'ai la photo sur mon mur ici. Et c'est les hommes, quoi. C'est ce qu'on en retient en humain. C'est ça, moi, qui me passionne le plus. Et il y avait Ludovic Legge, qui avait gagné le Grand Prix de Bercy cette année-là. D'ailleurs, ça devait être le dernier Bercy. Et puis, il y avait Édouard Coupry, il y avait Jacques Bonnet, il y avait Michel Écart, bien sûr, puis je dois en oublier. Et il y avait Gilles de Balanda avec un cheval qu'on n'avait pas trop vu, qui était Crocus. Oh, ça a coupé peut-être. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil, pourtant j'avais mis sur l'une et tout. Bref. Pas de souci. Vous êtes toujours là? Hop, c'est reparti. Et donc, j'allais voir tous mes cavaliers chez eux. J'avais fait le tour de France des cavaliers des écuries, parce que finalement, on se connaît à travers les concours. Et les concours, on est occupé, et on est un peu en représentation. Donc, j'aimais bien aller voir les cavaliers chez eux, pour savoir comment ils étaient installés, si c'était le bordel ou si c'était organisé, si c'était comment était l'environnement de travail, si les box étaient suffisamment aérés. Enfin bref, je prenais plein d'infos. Et je dois dire que j'étais toujours accueilli de manière très respectueuse. Pas Jean-Maurice Bonneau, mais le sélectionneur qui venait, la fonction que j'occupais. Et c'était ça que je voulais créer. Moi, c'était pas moi un titre personné. C'était la fonction que je représentais, porteur d'un projet. Et je vais, parmi ces visites, je vais voir Gilles, qui à l'époque était près de Castelnaudary. Et on déjeune, enfin on voit les chevaux le matin, on voit Crocus sauter des cavaletti en début d'année, au mois de mars. On déjeune et je lui dis, écoute Gilles, comment tu te situes par rapport au championnat du monde? Question que je posais pratiquement à tout le monde. Et sa femme nous laisse, tous les deux, disparaît. Et Gilles me dit, droit dans les yeux, il ne faut pas oublier 82, c'est le mec que j'applaudissais dans les tribunes, donc tu vois un peu. Il me dit, Jean-Maurice, je veux y aller. Je veux y aller, mais j'irai si je suis prêt à revenir avec une médaille. Je sais ce que c'est, je l'ai été en 82, donc je veux y aller. Mais il faut que tu me fasses confiance parce que je ne peux pas faire le programme que tu as annoncé. Il faut que je tourne sur un autre programme, sinon je vais casser mon cheval. Et là, du coup, je te le dis d'avance, je ne serai pas. Par contre, tu peux me faire confiance. Si moi, Gilles de Balanda, je te dis que mon cheval n'est pas prêt,
je te le dirai. Si je sens qu'il n'est pas prêt, je te le dirai. Et je ne mettrai pas en péril l'équipe pour un championnat du monde. On s'est tapé dans la main. Je dis, Gilles, je t'entends, je te fais confiance. On va maintenant faire, toi et moi, le programme qui te conviendrait, qu'on modifiera plus ou moins au fur et à mesure. Et par contre, j'aurais besoin de te voir dans un CSIO, dans une épreuve majeure, où tu puisses enchaîner Coupe des Nations Grand Prix, parce qu'il faudra qu'on soit sûr, toi et moi, que Crocus puisse tenir au moins les 3 épreuves jusqu'à l'équipe. Et pour l'instant, moi, et tu dois, c'est la première fois que je le raconte, cette histoire en public, mais elle vaut le coup d'être racontée parce que justement, parce que la fin de l'histoire, on la connaît, mais ça montre que parfois, c'est aussi ça, manager. C'est pas un dictateur qui prend toutes les décisions. C'est faire confiance aux leaders, à des gens qui ont déjà du recul. Et j'ai eu l'occasion de le refaire avec d'autres, avec Eric Navet, mais avec Rodrigo Pessoa ou même Pedro Venice, des gens comme ça, où nous aussi, il faut qu'on prenne des risques. Quand on fait une sélection, il y a autant de sélectionneurs que de passionnés, c'est connu, ça fait partie du jeu. Mais nous, on est tout seuls et on a des paramètres que les autres n'ont pas sur la santé du cavalier des chevaux, sur le comportement en groupe, sur, bien évidemment, le comportement avec la pression, etc., etc. Et là, ça fait partie des histoires qui m'ont marqué par rapport à la finale, enfin, aux médailles et aux titres. Parce que c'était. Et en plus, il y a une autre particularité sur ce championnat du monde, c'est que j'avais 4 étalons sel français D'accord. dans l'équipe. Donc, pour l'élevage français, c'était aussi un joli message, quoi. Mais quand, quand Gilles Bertrand de Balanda te dit ça, j'imagine qu'il y a un petit côté de ta tête qui dit, bon, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que, parce que on veut tous quand même être dans un championnat, j'imagine, quand on est cavalier. Comment on rentre dans le deal, et dans autre chose que la performance, dans l'humain finalement? Alors, il y a eu de la performance. C'est une très bonne question parce que c'est pas la poignée de main et je le mets. On est au mois de mars, je crois, plus ou moins. J'ai tout noté, je retrouverai parce que j'ai tout écrit. D'accord. Euh, Après, lui, il commence, il fait une étoile, 2 étoiles. C'est Gilles de Balanda. Je ne sais pas s'il est passé à la moulinette chez toi, mais c'est quelqu'un, Gilles de Balanda. Hein. C'est un homme de cheval avant tout. Et puis, avec son regard bien bleu dans tes yeux, quand il dit quelque chose, en catalan qu'il est, c'est comme un Vendéen, tu sais, c'est dur, quoi. Tu peux faire confiance. On a une expression ici qui dit la parole vaut l'homme ou l'homme vaut rien. Et on devrait s'en inspirer. Mais au fur et à mesure, il faisait pas de CSIO, mais il faisait des concours. Il avait gagné Royan, par exemple. Et puis petit à petit, il est venu. Puis je crois que c'est au mois de juillet. Je l'ai mis à Dublin. Il doit être double zéro dans la coupe. Il est classé dans le Grand Prix. Donc il avait sa feuille de match était bien remplie par rapport à ce qu'on. Et puis en parallèle de ça, j'avais tous les examens vétérinaires, du suivi du cheval. Donc j'avais pas mal d'éléments. Et je me souviens, ensuite, c'était détaché du groupe Reynald, qui était jeune, qui avait 25 ans, je crois, qui montait pour l'écurie Mars, Tlaloc. Donc, c'était le premier championnat en tant que senior. Il y avait Eric, les 2 Eric. Mais Eric Levallois, c'était aussi son premier championnat du monde. Et eux, ils étaient solides. Et on avait la finale des Coupes des Nations de l'époque, qui était à Dano-Oeschingen. Et j'avais dit à Gilles, je vais annoncer au cavalier ce soir l'équipe, mais on n'en parle pas à la presse. Il faut que bien évidemment, il faut que ce soit validé avec le DTN, parce que c'est le DTN qui valide les sélections. Mais j'avais dit au cavalier, voilà, à l'aéroport, je me suis en partant à l'aéroport, j'avais dit, voilà, mon équipe, c'est vous 4 plus Gilles. Je me laisse un petit peu de temps, mais Ludovic, je pense que tu seras 5e. Je voulais que chacun sache quel était son rôle. Et là, même Eric Navet est venu me voir, me dit, mais Momo, t'es sûr de toi, là, Gilles, on l'a pas vu. J'ai dit, ouais, vous l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu. Et je leur ai pas raconté le deal. Ça sert à rien.
Maintenant, je peux, c'est il y a 18 ans, donc il faut les raconter, ces histoires-là, parce qu'elles sont belles. Et je raconterai pas les mauvaises histoires. Et Eric me dit quand même, etc. Du coup, bien évidemment, je prends la discussion. Et je lui dis, voilà, il a fait ça, ça et ça. On est sur un programme de pic de forme. Et je pense que, mais je dis, il nous restait encore 4-5 semaines avant les championnats. J'ai dit, aujourd'hui, je vous dis ça parce que je veux pas vous faire languir. Vous avez rendu vos feuilles de match. J'ai assez d'éléments pour prendre ma décision. Maintenant, on va être dans du réglage. On va se retrouver dans le stage de préparation qu'on avait été faire dans le sud chez Philippe Léoni à l'époque. Et Eric m'a dit, écoute, moi je suis cavalier, c'est toi le patron, c'est toi qui as les éléments, je ne t'en reparlerai plus. Et Ludovic l'a pas très bien pris, ce que je peux comprendre, la déception était à la hauteur de la motivation qu'on y met. Il avait un cheval un peu plus atypique et je voyais pas comment il pouvait être rapide le premier jour parce qu'un championnat du monde, il faut déjà être en position le premier jour. Beaucoup de pression. Et Gilles est quatrième et Eric doit être septième de huitième. Donc là, déjà, on était en pole position le premier soir. À l'époque, le deuxième jour, c'était les deux manches de la Coupe des Nations sur la même journée. Donc on commençait tôt le matin. Et là, je me souviens, on est arrivé dans le stade, c'était un stade de football, je pense, et il y avait une nappe de brouillard, il y avait un nuage dans le stade. À tel point que quand Éric Levallois est passé, on ne le voyait pas. On l'apercevait. C'était assez particulier. Et donc Éric partait en numéro 1, il fait 4 points sur le dernier. Une ligne difficile avec un double à main droite, 6 foulées rivière et 4 ou 5 foulées, un gros auxerre très carré, très difficile. Il fait faute là. Et moi je ne la vois pas, la faute je l'entends, mais je ne la vois pas. 4 points. Là-dessus, Reynald part en deuxième, sans faute. Magnifique. Gilles part, c'était sans faute, magnifique. Il arrive entrée du triple, distance un peu de petit blackout, il rentre dans le triple et il sort à l'intérieur pour ne pas s'écraser. Il reste au galop, il continue son parcours, il termine sans faute, mais avec le temps dépassé, je sais pas, il y a un score au-delà de 10, 15 je crois. Donc là, on se retrouve, on est toujours à 4. Et il y a Zidane qui rentre, Eric, et Eric part et il fait un point de temps. Donc à l'issue de la première manche, on se retrouve second derrière la Suède, qui avait fait une très bonne première manche. Et quelque part, je trouvais ça pas si mal, ça nous enlevait un tout petit peu de pression. Et donc là, on avait, j'ai envie de dire, 4-5 heures avant de repartir en deuxième manche parce que on avait tous les individuels qui repassaient avant et ensuite il restait 8 équipes. Et donc on reprenait, je crois, vers 16 heures la deuxième manche. Et là, j'avais demandé aux épouses de nous laisser seuls. Et donc on est allé déjeuner avec Laveto et mes 4 cavaliers, où on a parlé de choses et d'autres. Ensuite, j'avais pris l'habitude depuis mes prises de fonction d'avoir créé j'avais habillé un box que j'appelais le loft. Le box, c'était le loft. Et où on avait une télé, on regardait les vidéos. À chaque CSI où on faisait ça, on avait notre machine à café, des sièges pour se relaxer. Donc on se retrouvait, c'était notre vestiaire, quoi. Et donc on s'est retrouvés là et on a débriefé. On a débriefé cette première manche. Et moi, pareil, dans mon manière de procéder, pareil, c'est pas moi qui dis tout, j'oriente. Mais j'aime beaucoup l'interactivité des cavaliers d'expérience qui donnent leur avis. Et chacun passe à la moulinette. Moi, je donne mon point de vue et j'invite les autres. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que c'est important. Et donc Eric était pas très content. Il y avait une distance où lui et moi, c'était un peu de ma faute cette faute-là parce que je crois que je lui ai pas donné assez de liberté sur son choix et du coup, je pense qu'il l'a monté avec un petit doute quelque part et ça l'a pas aidé à monter hyper précis sur ce Tuxer.
Reynald, on débrief, c'était un parcours magnifique, donc le débrief c'est facile sur le plan technique, mais moi je lui dis, écoute, maintenant, cet après-midi, c'est comme une autre journée. Donc il faut que tu restes bien dedans, que tu le revives, que tu le revisualises, ce parcours-là. Et arrive Gilles. Gilles détruit. Lui, Gilles de Balanda, qui se retrouve dans cette situation-là, souffrance énorme, mais il ne s'agit pas de souffrir, il ne s'agit pas de s'apitoyer sur soi-même. Là, on est dans la compète. Et c'est là tout l'enjeu de ce moment-là, de ce vestiaire. C'est pas un gamin qui on va mettre une taloche et qui va repartir. On n'est pas avec des footballeurs, là. On est avec Balanda. Et là, Navé a eu des mots vraiment justes. Eric, tous, en disant les mecs, on est ensemble, on n'a pas fait tout ça pour lâcher maintenant, quoi. On avait eu Diamant Malade, enfin, je sais pas si tu te souviens, enfin, tu étais à peine né, toi. Euh... Mais cette honneur, elle va pas tenir, hein, rien que sur les championnats du monde. Et puis, Eric Navet qui débriefe. Alors, Eric, tu vois, là, j'aurais dû tendre les rênes un peu plus. Et on avait une combinaison tellement courte. On avait 8,20 m AB et 10,40 m. Ça, on n'en a plus aujourd'hui. Souvent, tu poses la question, est-ce que le sport a évolué? Ouais, Dieu merci. Parce que là, on jouait avec le feu sur 10,20 m sur une combinaison à deux foulées. Maintenant, sautons 11 mètres, 11 mètres 10, 11 mètres 20, 11 mètres 30 pour donner de la place au show. D'ailleurs, on a beaucoup moins de chutes dans les deux foulées. Je ferme la parenthèse. Et donc, ensuite, dans mon loft, toujours, c'est intéressant ou pas ce que je raconte? Parce que je suis Ouais. long, non? Les gens ne posent même pas de questions, on écoute. Je rappelle juste que tu es dans le récit de ces championnats du monde 2002 où la France est sacrée en or et Eric Navet en individuel en argent. En argent, ouais. Donc, je continue alors. Et donc, là-dessus, je me souviens, j'avais emmené des films, parce qu'il faut tuer le temps dans les championnats. Ils ont un cheval à monter, ils en montent 10 normalement. Moins peut-être certains, enfin bref. Et j'avais mis La Vérité si je mens, pour distraire. Et moi, je surveillais tout mon petit monde. Et j'en avais deux qui regardaient la télé. Et j'en avais deux qui faisaient la sieste. Et après, j'avais vraiment tout réorganisé comme une nouvelle journée. C'est-à-dire, on avait enlevé les bottes, fallait remettre les bottes. Donc, tous les petits gestes qu'ils ont pour se concentrer. Les chevaux, pareil, les grooms étaient pareil, briefés. Et donc, tout le monde s'est remis. On a remis la tenue. On est parti dans les tribunes voir la fin des individuels pour bien se remettre dans le parcours. Tous ensemble. On ne s'est pas quitté. Et là, on a repris le fil de l'épreuve. Éric Levallois est sans faute. Arrive Reynald, qui fait son parcours, tout va bien sans faute. Il touche postérieure descente spa. Le bruit, il quitte un peu comme ça pour se retourner, savoir si il arrive. Le cheval, confusion, refus. Il revient, bref, score. Et là, c'est là où c'est génial. C'est que là, qui tout double? Gilles. Ouais. Gilles de Balanda. Et là, le mec, il sort un parcours. Il faut aller le voir hein, sur YouTube et tout. Parce qu'il y a le parcours du mec, et puis il y a ce qui doit se passer à l'intérieur, puis nous aussi. Et au paddock, moi, je me souviens qu'à un moment donné, je ne pensais pas trop au score. Je suivais parce que le cavalier me demandait. Mais je savais, tout le monde savait que si Gilles ne trouve pas la solution, on n'est plus rien. C'est là où il faut être humble. Parce que tout peut basculer. Eric, il le disait dans son récit, dans son interview. Tout peut basculer. Et puis enfin, donc Gilles fait 4 points à la rivière, une rivière vraiment difficile, très plate comme ça, avec des barques derrière, il y avait des phares devant et des barques derrière, les chevaux s'écrasaient, il y a eu un nombre de fautes incroyable. Elle faisait 4,20 m, elle n'était pas si large. Et Eric Navet, détente d'Eric, et j'entendais dans la piste, et je voyais qu'il y avait des scores dans toutes les équipes, et que les Suédois, ils avaient, je crois, un parcours à 8 points, un parcours à 4 points, donc ils étaient... Donc je regarde vite mes fiches, parce que je savais qu'Eric me poserait toujours une question avant de rentrer en piste, mais je ne savais pas à laquelle. Et il mettait sa veste, et il me dit, à quoi j'ai droit? Je lui dis, tu es sans faute, on est champion du monde quand tu sors, tu as 4 points, il faut que ma ligne fasse 4 points. Il ne me répond pas, et je vois son dos s'éloigner, il prend la rampe, il rentre, il se présente, il part au galop. Et là, il fait un parcours. J'ai la chair de poule quand je le raconte. On est pris aussi, hein, c'est une atmosphère tendue. Il fait un parcours, mais comme ça, je vous y emmène. Et je me souviens, il saute ce fameux triple. Et là, la première fois, on dit, bon, il l'a fait, mais une deuxième fois, et le cheval, ce gymnastique, et là, c'est là où toute la science et le travail fait en amont paye. Et il passe devant nous, la tribune
virage à gauche comme ça. Il prend les rênes dans la main droite. Il caresse son cheval dans la main gauche. Caresse son cheval. Repose les doigts sur les rênes, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Et il passe, et il y avait la vague derrière. Donc il y avait une ligne à 4 foulées, on tournait, il y avait le double, la rivière et l'Auxerre. Et il est sans faute, et c'est la délivrance, il lève les bras, et on est champion du monde, quoi. Et c'est de le raconter, je le raconte pas souvent, parce qu'on va me prendre pour un vieux machin qui raconte ses guerres, mais c'est l'occasion de le partager, parce que quand on s'est retrouvé sur le podium, il s'est passé un truc qui normalement se passe pas, c'est qu'ils m'ont pris, moi j'étais au pied du podium, ils m'ont pris par les dessous de bras, ils m'ont monté avec eux. Et on s'est dit des choses que je ne vais pas raconter cette fois-ci, mais qui étaient tellement, on était, ouais, on a, parce que ces médailles, quelles qu'elles soient à Rio, c'était pareil, il faut vraiment aller les chercher. Et s'il y a une chose qui, pour moi, est fondamentale, c'est de ne jamais renoncer jusqu'à la fin. Jamais renoncer. Never give up. Et cette médaille, je peux te dire une chose aujourd'hui, c'est que ces 4 mecs-là, quand on se croise, nos regards, on a ces étincelles qui viennent. Parce que c'est un privilège de vivre ces moments-là. C'est un privilège. Alors il faut le partager, c'est pluriel. Il faut le donner. On a illustré ta venue ce soir avec cette photo justement de toi sur le podium. Eric Navet, qu'on a eu il y a quelques jours, pareil, il s'est replongé dans ce récit. Nous, quand on te voit, on pense à ça. Quand on voit Eric, on pense à ça. Mais ce n'est pas des choses dans lesquelles vous vous replongez tous les jours. Et j'imagine qu'on peut comprendre que revoir tous ces détails que vous connaissez encore par cœur, parce que ça marque une vie, ça ramène de l'émotion en premier pour vous-même qui les avez vécus finalement, parce que on se rend plus bien compte de la temporalité, de quand c'était, tout revient, non? Oui, tout revient. Et puis après, j'ai eu justement, ça s'est pas arrêté là. Ce qui est dommage, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure, comment on redémarre derrière dans un projet? Ben, j'avoue que j'ai eu le vertige quand même, parce que j'ai dit, putain, au bout de 2 ans, tu es champion du monde, Eric était argent individuel. C'est peut-être un coup de bol. C'est peut-être un coup de bol. Donc il faut continuer. L'année d'après, on a été vice-champion d'Europe, on a gagné 2 Super League, et puis il y a une victoire magnifique que j'oublierai jamais, c'est celle de Bruno Broxo dans la Coupe du Monde en 2004. Le seul Français aujourd'hui à avoir gagné la Coupe du Monde. Et là aussi, ça a été une victoire d'abnégation, de courage, il était ex aequo avec Meredith Michaels-Berbaum. C'était magnifique. Enfin, je veux dire, personne n'attendait. Et Eugénie Orbeau qui nous regarde et qui a dit tout à l'heure que c'était passionnant aussi, qui était quatrième, il me semble. Quatrième, ouais, quatrième. Et il y avait Hubert Bourdi qui montait, Jean-Marc Nicolas, Yann Candlet, on était 5 Français. Ça a été un moment, là pareil, ouais, tellement fou, quoi. Tellement fou ce Bruno Bruxo, David contre Goliath, quoi. Et ouais, c'est des moments forts et il faut les savourer parce que on perd plus souvent qu'on gagne. Hein. On perd plus souvent comme ça qu'on gagne. Et puis parfois, vous avez l'impression d'avoir été aussi rigoureux, d'avoir étudié chaque détail, physique, technique, mental, des deux, du cheval, du cavalier, d'avoir veillé à tout, et puis les planètes ne s'alignent pas, ça ne veut pas le faire, ça part, et du jour au lendemain, vous devenez un mauvais entraîneur. C'est ce que disait Eric Et en parlant des Jeux équestres mondiaux de Caen. Patrice a donné le meilleur, il est deuxième, parce qu'il y a eu Jérôme qui était là. Et si Jérôme de Baldam n'était pas là, Patrice, en faisant exactement les mêmes choses, aurait été champion du monde. Donc ça ne dépend pas non plus que de nous. ça n'est pas. Voilà. Ben, alors, quand on gagne ou qu'on perd, moi, je suis très exigeant. Il le faut, bon, sinon on n'arrive pas à faire ça. Quelquefois, on a gagné parce que les autres ont perdu. Exemple, il y a eu un sans faute plus vite que vous au barrage, vous gagnez, mais en fait, il y avait quelqu'un de plus vite que vous. Donc, vous n'avez pas perdu, vous avez gagné. Mais ce n'est pas la victoire totalement entière. La vraie victoire au chronomètre, c'est d'être le plus vite, et bien sûr sans faute. Et de même, quand on a perdu, quelquefois, est-ce qu'on a perdu si on est cinquième, mais que finalement,
On vu a la le meilleur temps en concurrence, barrage avec un 4 points. voilà. Ou alors dans une équipe, dans un championnat, finalement, vu les forces en présence, une cinquième place est presque une victoire. Mais l'analyse à l'extérieur, et ça c'est normal, moi pareil, je suis fan, donc je vais être assez critique. Mais lorsqu'on est dedans, on est dedans. Et un entraîneur, pour moi, avant tout, est là pour entraîner, sélectionner, s'il a les deux casquettes, mais il est là pour protéger ses troupes. Parce que quand on va au combat comme ça, on leur demande tellement. Et ils mettent toute leur énergie pour remplir cette mission. Là, un championnat, une performance. Mais d'un autre côté, on se vide, on se fragilise. Pression, dépression. Donc, en gros, le patron, le chef d'équipe, appelons-le comme on veut, lui, il doit aller devant les journalistes notamment, ou devant les autorités, quand ça ne va pas, pour protéger ses troupes. Et il doit s'effacer quand ça gagne et laisser les athlètes aller chercher les honneurs. Parce que après cette guerre-là, même si ce n'en est pas une, ce combat-là, ce championnat-là, il y en aura d'autres. Donc il faut vraiment préserver ces athlètes de manière à ne pas les perdre. Et c'est vrai aussi dans une sélection quand on dit non. Ça, c'est les moments les plus difficiles. Moi, je me souvenais à l'époque, j'allais courir et après, je passais mes coups de fil et je commençais par appeler les noms pour leur expliquer. Et puis ensuite, c'était très facile d'appeler ceux à qui on allait dire oui. Voilà. On va refermer la parenthèse de ces JEM 2002. Juste avant, je voulais savoir pourquoi tu as appelé Eric Navet Zidane tout à l'heure. Parce que c'était notre Zidane. Moi, j'étais Coupe du Monde 98 et ouais, il y a dans chaque équipe, il faut qu'il y ait un leader. Enfin, pour moi. Et j'en joue beaucoup. Je me sers beaucoup de cette personne-là. Parce que lui, il est déjà très bon, mais il va faire que les autres vont mieux jouer ou mieux monter. Donc, je me souviens, j'ai revu une interview qui était passée sur Stade 2, donc c'est pas fréquent, le dimanche soir. Et j'avais dit ça, j'avais dit notre Zidane a fini le travail, mais ça n'enlève pas la perte des autres, c'est un tout, encore une fois, c'est pluriel. Donc voilà, j'aime bien l'appeler comme ça aussi parce que il l'a dit d'ailleurs dans son interview qu'il t'a donné, sur son côté, il n'aime pas être dérangé, c'est un gars jusqu'au boutiste, c'est un gars qui a énormément de valeurs et de principes. Et, Eric, c'est dans un championnat, euh, il est en train de jouer une partition. Eric, il dit, plus on connaît son texte par cœur, plus on le récite bien et avec l'émotion nécessaire. Voilà. Après, j'ai eu un Rodrigo quand j'ai eu le Brésil. Je m'appuyais sur lui, bien évidemment. Mais c'est pas eux qui font les sélections. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute, que Mais tu nous non. transmets tout ça. Bon, les lives ne peuvent durer techniquement qu'1 heure, mais on va te proposer, comme on a fait avec Eric Navet, de prolonger un petit peu. Je peux arrêter ce live si tu es d'accord et tu refais les mêmes manipulations de ton côté et on est reparti pour continuer ça tous ensemble. Avec plaisir, parce qu'on n'a pas fini, hein. Et bien, à tout de suite. Dans une petite minute, il y a un nouveau live. Ça marche. Ciao. C'est reparti. Je vais attendre que vous reveniez, puis je vais inviter Jean-Maurice Bonneau pour ce Jump Live partie 2. Bonsoir Alice. Jump Live. Je remets ça ancré. Hop. Jean-Maurice Bonneau. Hop. Oui, parce que bon, un live ne dure techniquement qu'1 heure, mais on ne peut pas couper comme ça en plein milieu de récits passionnants comme est en train de nous transmettre Jean-Maurice. S'il revient parmi nous, il est là. Magnifique. C'est reparti. Voilà. Et ben voilà, magnifique. Alors du coup, c'est vrai que être sélectionneur de son pays, dans son pays, toi de l'équipe de France, c'est bien souvent la consécration, un but ultime, comme on pourrait le voir, parce que cette question a été posée avec Eric Navet, et lui, ça pourrait être l'aboutissement de sa carrière, en tout cas, une boucle assez homogène. Peut-être que c'est le cas aussi pour Thierry Pommel,
qu'on a accueilli il y a peu. Toi, c'est ton tremplin. Comment on le vit ça? Est-ce qu'on se dit pas, bon, tu as vécu des choses formidables, mais est-ce qu'on se dit pas, est-ce qu'il faut pas que je boucle la boucle et que j'y retourne à la fin de ma carrière? Alors moi, en fait, je l'ai fait jeune, effectivement, je ne l'ai pas fait en fin de carrière. Donc ma carrière s'est réorientée derrière. J'ai arrêté en 2006 avec la France. J'ai créé ma société JM Bono Conseil pour pouvoir faire du coaching, mais en privé et en équipe, éventuellement. Et puis j'ai eu cette opportunité du Brésil, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, moi aujourd'hui, après les Jeux de Rio, j'avais besoin de faire une pause dans ce côté chef d'équipe. Pour plusieurs raisons, pour des raisons personnelles, pour des raisons aussi professionnelles. J'ai très très mal vécu la fin du contrat avec le Brésil, de quitter mes soldats un an, même pas un an, 9 mois avant les Jeux. C'était une plaie vive. J'ai Donc, eu le juste port. qu'on recontextualise, euh, fin de l'équipe de France en 2006. Ensuite, tu te mets à ton compte en parallèle, mais tu deviens aussi entraîneur du Brésil. En Brésil, fait, où les Jeux Olympiques ouais, se déroulent à après domicile. l'équipe de France, il y a Simon Delestre qui est entré en équipe de France pendant mes dernières années, qui m'avait demandé de continuer à travailler avec lui en privé. Donc j'ai continué un an et demi, 2 ans. J'ai Luciana Diniz, avec qui j'avais travaillé. J'avais accompagné José Larroca aux Jeux Olympiques à Pékin. Et ensuite, j'ai entraîné Atina Onassis, qui était mariée avec Doda de Miranda à l'époque, du coup brésilien, qui m'a demandé de le faire travailler. Et je l'ai accompagné au championnat du monde en 2010 à Lexington. Et c'est là que j'ai rencontré le président de la fédération brésilienne qui m'a proposé le projet de Rio, qui était un projet qui s'appelait Gold for Rio, qui était soutenu par le ministère des Sports et par le comité olympique brésilien. Et il m'a demandé au départ de lui écrire un projet sur les bases du fait qu'ils aient des cavaliers de renom, mais qui étaient tous basés en Europe et qui n'étaient pas issus du système brésilien. Et en fait, le comité olympique leur disait, on vous aidera si on a des chances d'avoir des cavaliers du Brésil aux Jeux olympiques de Rio. Et donc là, on préparait les Jeux 2 ans après, c'était les Jeux de Londres. Et je leur ai écrit un projet. Et ensuite, ils m'ont demandé de le mettre en œuvre, ce projet-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le Brésil. Donc j'ai commencé début 2011 et jusqu'en octobre 2015. Juste avant, finalement, cette bénédiction qui est d'avoir des Jeux Olympiques chez soi et dans Ouais, lesquels on peut courir et dans lesquels on peut briller. ouais, ouais. Et puis, oui, à Londres, ça s'était passé. On avait passé le cut, on était huitième, mais on avait fait vraiment une équipe un peu au raccro. On n'avait pas de système. Et j'avais profité au Jeu de Londres. J'avais discuté avec le président. Il souhaitait que je continue et je lui avais dit, je veux bien, mais est-ce que vous m'autorisez à aller un peu plus loin, mettre plus de système? Donc, la première chose que j'ai fait, j'ai écrit une charte qui définissait un peu les règles au sein de l'équipe. Et puis, surtout, ce qu'on a fait, moi, tout de suite, j'ai commencé à aller donner des stages au Brésil, régulièrement. J'y allais presque tous les mois et demi. Et en même temps, donc c'est très ouvert, j'avais pas mal de cavaliers. J'avais Yuri Mansour à assister à tous ces stages, Felipe Amaral, Stéphane Barcha, Pepe, là, qui a gagné le Grand Prix de la Baule. Tous ces mômes-là, ils viennent du système. Et c'est ça qui, moi, me fait le plus plaisir. Et puis en Europe, j'avais Pedro Venice, j'avais bien sûr Rodrigo qui était entre les États-Unis et l'Europe, Doda, Bernardo Alves, Kaka Ribas, Karina Johan Peter. Mais surtout, le projet, c'était le Brésil. Et quand je suis arrivé là-bas, on commençait à me dire, les cavaliers, de toute façon, nous, on n'a qu'une chance, il n'y a que les cavaliers en Europe, etc. Et je dis, top, c'est pas comme ça que ça va se passer. J'ai dit, moi, je vais venir régulièrement, on va travailler et on va essayer de monter le niveau de vos concours de haut niveau au Brésil pour que lorsque vous serez prêt, je vous fasse venir en Europe, je me débrouillerai pour vous faire inviter dans des CSIO et petit à petit, vous allez courir le 100 mètres. Parce qu'actuellement, vous voulez courir le 100 mètres au jeu, mais vous faites du 80 mètres. Ça ne va pas le faire. Donc, on n'est pas là pour vous sanctionner, on est là pour vous aider. Et alors, ce qu'on a fait parallèlement, c'est qu'ils ont quelques très bons chefs de piste au Brésil, notamment Guilherme George,
le frère de Neko, qui est très bon, et puis d'autres qui sont plus jeunes, qui sont bons. Mais on a fait venir des Frank Ottenberger, Frédéric Cotier, Santiago Varela, Uliano Vezzani, construire les concours nationaux là-bas. Et du coup, petit à petit, sur 2-3 ans, on a réussi à commencer à avoir que quelques cavaliers qui venaient en Europe et certains sont restés. Et c'est comme ça qu'on a... Donc, effectivement, j'étais très blessé, profondément blessé, quand ça s'est arrêté pour des questions politico-financières, mais pas que, je pense. Et parce qu'en fait, mon idée, moi, c'était d'accompagner l'équipe. Mais ce jour-là, c'était de demander à Nelson Pessoa d'être le chef d'équipe. Parce que je trouvais normal et légitime et ô combien mérité, parce qu'on est tous finalement des filleuls de Nelson Pessoa. L'équitation qu'il a amenée en Europe lorsqu'il est arrivé et celle qu'on pratique aujourd'hui, c'est celle avec laquelle gagnent tous les numéros 1 mondiaux. Et on nous a privés de ça. Neko était même pas au Jeu de Rio, donc c'est toujours là pour moi. Dieu merci, j'ai eu la chance de les vivre avec Kevin et Philippe Rosier, avec l'histoire qu'on connaît, parce qu'elle est toute récente. Et du coup, ça m'a aidé sur le coup à rebondir et à revenir avec cette médaille d'or qui manquait. Mais sur le plan humain, j'ai beaucoup souffert de voir mes cavaliers brésiliens. Moi, je voulais finir le travail, bien évidemment. Et comment ça se passe quand on est dans un pays comme le Brésil, où effectivement des cavaliers brésiliens quittent leur pays pour être en Europe, et en même temps on a eu un Yuri Mansour, tu parlais tout à l'heure de personnes, il faut toujours y croire quand on est enfant, c'est ce que j'ai compris dans le parcours de Yuri, c'est quelqu'un qui sort de nulle part et qui arrive enfin à concrétiser ses rêves. Comment on structure dans un pays comme le Brésil quelque chose tout en s'occupant de l'Europe et en créant des synergies entre les deux? Alors, c'est une expérience très intéressante. Donc, j'ai appris un peu le portugais parce que je voulais être minimum survival. Et j'ai envie de dire, moi, j'ai pas fait autre chose que ce que je sais faire. Moi, je le dis souvent, mais pour bien coacher, il faut que j'aime. Il faut que je les aime. Et je les ai aimés. Et je les aime toujours d'ailleurs. Et si un jour, mais c'est vrai aussi avec un élève privé, si un jour je sens que je suis un peu au bout, je sais que je vais rien lui apporter. Parce que le coaching, c'est pas on signe un contrat et ça va aller au bout. J'y crois pas, moi. Faut que ça matche, comme on dit. Parce que sinon, ce n'est pas que de la technique. Il y a de la technique, bien évidemment. Mais c'est bien d'autres choses, au pluriel, le coaching, d'emmener les gens à leur meilleur niveau. Et dans le cas de Yuri, mais lui, c'est un stakhanoviste du boulot. Moi, je me souviens, il était à tous mes stages. Il n'en a raté aucun. Mais quand on avait fini la journée, il revenait me voir en me disant, Jean-Maurice, tu peux me réexpliquer ça? J'ai pas compris. Et puis le mort, et puis les éperons. C'est normal qu'il y arrive, lui. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on a senti avec lui. Tout, 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 toute sa carrière n'a été que des belles opportunités qu'il a su saisir par le travail finalement. Le Et c'est travail, ça, puis il est brillant, il est malin, il fait du commerce, c'est un gars qui se bouge, hein, ouais, il n'est pas immobile. j'ai lu dans une interview que ta femme disait que Rio 2016, en tout cas avec Philippe Rosier et Kevin Saut, que tu entraînais à titre privé, euh, c'était une revanche sur Athènes 2004, mais c'est aussi une revanche finalement sur Rio 2016 en lui-même. Alors, pas sur Rio 2016. Alors, c'est pas le mot revanche que j'emploierais, mais disons qu'Athènes 2004, c'était une blessure ouverte qui n'a pas cicatrisé jusqu'à Rio. Parce que ça a été très compliqué. Il y a eu une sélection compliquée avec un conflit avec Michel Robert. Tout le monde le sait, donc c'est pas un secret. Qui avait ses raisons. Moi, j'avais les miennes. Toujours est-il, c'est que ce jour-là, le dé n'est pas tombé sur le 6. Et surtout, on a eu la fin de carrière de Dilemme, qui s'est blessé. Il y a eu 6 chevaux qui sont sortis en ambulance. Il y a le médaille de bronze qui est mort.
Donc, il y avait quand même des bonnes raisons de comprendre qu'il y avait des problèmes de terrain. Toujours est-il, c'est que ça s'est très mal passé au retour. Euh, Moi, j'ai encore un devoir de réserve, donc bien évidemment, les choses resteront en l'état. Mais vis-à-vis, encore une fois, pas pour moi, mais pour mes cavaliers, et pour Eric notamment, qui a vécu comme il a dit lui-même, il était acteur principal dans un film d'horreur. Eugénie, c'est toujours là, elle doit s'en souvenir parce qu'elle était présente. Il y avait Rénal Dango. Je suis pas parti au Jeu d'Athènes avec une équipe de peintres, sincèrement. Et on n'aurait pas connu ces incidents. On aurait, je pense on ramenait une breloque. Mais on a eu ces accidents, deux chevaux blessés. Donc, on a tout mis sur le dos de la Veto qui a été limogée, alors que c'est moi qu'on aurait dû limoger. Et j'aurais dû d'ailleurs peut-être en rester là, parce que les 2 années qui ont suivi ont vraiment été très douloureuses, très pénibles, très pénibles. J'avais perdu mon leadership vis-à-vis des cavaliers. Beaucoup ne pouvaient plus me blairer, et puis moi, je me démotivais. Et j'ai donné ma démission en 2015, mais la fédération avait perdu son agrément. Enfin bref, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Donc j'ai fait une année de plus, mais j'ai annoncé début d'année 2006 que j'arrêterais à la fin de l'année, quoi qu'il arrive. Et il fallait. J'avais tout donné ce que je pouvais et je devenais mauvais. Je devenais mauvais. Les championnats du monde 2006, j'étais très mauvais. Et donc, quand on est très mauvais, il faut surtout s'arrêter. Parce que, encore une fois, quand on aime son équipe nationale, on n'est pas là pour le costard bleu. On est là parce qu'on est apte à donner quelque chose. Donc voilà. Donc ça s'est pas très bien fini, mais c'est rare que ça se finisse bien quand on est chef d'équipe. On a encore vu avec Philippe Garda. Donc on le sait, ça fait partie du costard. Mais au moins, c'est tellement exaltant de pouvoir, parce que c'est un privilège, il n'y en a pas beaucoup, des gens qui, même dans leur carrière, vont atteindre ce poste. Il y en a un par nation et ça dure plusieurs années. Donc moi, j'ai aucune aigreur. Comme disait Nelson Pessoa, Nelson de Mandela, il le disait mieux que moi, on ne perd pas, on apprend. Il faut tirer quelque chose de positif. Et même en 2004, à Athènes, bien évidemment, c'était mes premiers, j'ai commis des erreurs, bien évidemment. Et il faut que ça serve. Et c'est vrai que quand les cavaliers ont décroché l'or, parce que c'est pas moi qui ai décroché, ce sont les cavaliers, et leurs chevaux magnifiques, je dois dire que j'ai exprimé ça auprès de ma famille en disant, voilà, maintenant, je vais peut-être pouvoir avaler plus facilement. D'accord. Quand on manage une équipe qui n'est pas la nôtre. C'est vrai que nous, en tant que passionnés, on voit l'équipe de France, c'est parce qu'on est français, on est fou derrière cette équipe. Quand on endosse le rôle d'un chef d'équipe d'une autre nation, comment ça fait? Enfin, qu'est-ce que ça fait et est-ce que c'est aussi passionnant? Alors, c'est une vraie question qu'on se pose avant de le faire. Notamment, attendez, je m'en vais 2 secondes, j'ai ma chatte qui veut sortir du bureau. Ça vient? Pas de souci. Bon, j'en profite, vous êtes nombreux ici. Merci beaucoup. On est avec Jean-Maurice Bonneau pour ce nouveau Jump Live. Pardon, Et puis, c'est du live. On continue. On se pose cette question. Et effectivement, pour moi, le plus marquant, c'était de me pointer à la Baule, qui pour moi, la Baule, c'est René Pasquier qui est décédé, c'est un ami. La Baule, c'est le CCO proche de chez moi. Je l'avais gagné en équipe avec la même équipe des championnats d'Europe en 95, en tant que cavalier. J'ai gagné 3 fois, je crois, en tant que chef d'équipe. Et vous savez, à la Baule, il y a cette fameuse parade. Moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'on sent le public, on sent, et là, ça y est, on y est, quoi. Et j'aime bien pour ça, ce moment-là. Et de dire, toi, tu vas rentrer à la Baule avec le drapeau brésilien. Ça, j'ai eu un petit pincement au cœur, mais le Brésil est très apprécié en France. Les cavaliers brésiliens, encore grâce à Neco, grâce à Rodrigo, bien sûr, qui est né là, qui est né à Chantilly. Et finalement, j'ai pas senti de reproches ou quoi que ce soit. Et puis cette équipe, moi, je l'aimais, quoi. J'avais estimé, et j'estime aujourd'hui, avoir fait ma part pour l'équipe de France, Colibri, j'ai fait ma part. Et moi, c'est les projets qui me passionnent. Donc, que ce soit un projet à l'étranger
ou en France, dès lors que ça me fait vibrer, que j'y crois encore et que je sens que j'ai les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif, je serai prêt à y retourner. Mais je suis sûrement très exigeant aujourd'hui. Je cours pas après, quoi. J'étais très chanceux hein, de gagner, de participer, enfin, en tout cas d'être dans ces équipes où, à travers un rôle ou un autre, de pouvoir vivre ces événements et parfois en ramenant des médailles. Eric Navet nous disait qu'il était peut-être trop perfectionniste, trop rigoureux et qu'en tout cas, comme ce que tu dis, s'il suit quelqu'un, c'est vraiment pour vivre avec lui, pour cocher des objectifs et qu'il ne peut pas, par exemple, il ne donne pas du tout de stage en tout cas sur un ou deux jours. Toi, là, tu es plus tourné vers du coaching privé. Tu suis, c'est quoi? C'est des contrats à long terme quand même que tu rédiges? Actuellement, ouais, j'ai un contrat à long terme avec Cindy van der Straten, qui est une cavalière belge de 38 ans, qui monte les épreuves du global, avec qui ça se passe très bien, c'est notre 3e année. Je coach des plus jeunes cavaliers, j'ai Laetitia Ducoedic qui était là tout à l'heure, son frère, sa petite sœur. Elle, aujourd'hui, elle travaille chez un professionnel, chez Grégoire Robertson. Donc ça, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que, un, que mes élèves gagnent quand je suis pas là, et deux, qu'ils arrivent à être autonomes à un moment donné. Parce que tu l'as évoqué l'autre jour avec Michel Robert, Laura Dour, Eric et puis Eric Navet. Bien évidemment que moi, j'ai un dicton, si ton ami a faim, tu lui donnes un poisson, il mange une journée, tu lui apprends à pêcher, il mange toute sa vie. C'est ça le coaching. C'est ça le coaching. Et donc, je travaille avec Cindy, cette écurie en Suisse. Je travaille avec une écurie en France, Frédéric Busquet, où ils ont beaucoup de jeunes chevaux en développement, avec 2 cavaliers. Et puis, je travaille également à l'ENE. Je travaille avec le groupe de saut d'obstacles de l'École nationale d'équitation. Donc ça me plaît parce que c'est des cavaliers très humbles, qui presque qui ont été souvent critiqués, donc qui ont vraiment envie de travailler et il y a beaucoup de talent parmi eux. Et puis, il y a une chose que j'aime par-dessus tout, pas par-dessus tout, mais au même niveau en tout cas, je suis membre de la Young Riders Academy où chaque année, on sélectionne des jeunes cavaliers d'Europe et on leur offre un programme de formation sur un an. Et je trouve que à mon âge, il y a une priorité, c'est de transmettre. Chaque année, ce sera une année en moins, même si on est encore très jeune à 60 ans, il faut transmettre. Ça me passionne. Et ça me permet d'être encore dans le sport, à travers Cindy qui fait du 5 étoiles, chez les gamins. Et je donne de temps en temps des stages. Alors je le fais pas souvent parce que mon calendrier ne m'autorise pas beaucoup de dates. Mais en fait, je le fais comme un exercice personnel. Dans le sens où j'ai une vingtaine de cavaliers et de chevaux devant moi dans la journée, que je ne connais pas, qui sont pas au point. Et c'est un bon challenge pour moi de trouver un dénominateur commun par groupe pour arriver à les faire avancer. Donc je m'en sers presque comme une formation permanente pour moi-même. Tu parlais de transmission, c'est vrai que ces derniers jours, on a eu des ténors de l'équitation française et qui, du coup, légitimement, avaient pourquoi pas écrit des livres ou en tout cas essayé de transmettre. Toi, quelle est ta façon de transmettre actuellement? Bon, tu dis les jeunes, mais peut-être dans un futur plus ou moins proche. Est-ce que tu écriras noir sur blanc certaines choses? Est-ce que, raconte-nous un peu ça. Alors, il y a un éditeur qui, depuis RRS, veut que j'écrive un livre. J'ai fait une tentative après RRS avec une journaliste. On a fait 3 chapitres. Quand j'ai lu ça, j'ai dit on a tout arrêté. Parce que sincèrement, en termes de livre d'équitation, on n'a rien à inventer. Parce que le cheval reste un cheval, depuis Xénophon et avant. Et un livre d'équitation, s'il faut savoir comment on est installé à cheval, il n'y a qu'à lire le livre de George Morris. Tout est dedans. Ou des récits à l'image de Jour de conquête de Sabrine Delaveau qui s'immerge dans l'équipe de France et on revit ça, C'est ça. on voit Mais, ça, c'est magnifique. alors, par contre, j'ai, d'ailleurs, en préparant aujourd'hui, j'ai rouvert mes boîtes. Et depuis que j'ai été entraîneur de l'équipe de France, j'ai tous les résultats de toutes les Super Leagues. J'ai tous les plans de parcours de tous les championnats, les start lists, les feuilles de résultats. J'ai tout stocké.
peut-être qu'un jour, ça intéresserait de faire, de publier ça avec les plans, qui était chef de piste, de revoir les noms de cavaliers, les noms de chevaux. C'est passionnant. Mais ce que je voudrais, ce que me demande mon éditeur, et que je ferai, je pense, parce que pour partager, c'est de raconter ces championnats et de raconter, parce que lui, c'est la question qu'il me pose, disant pourquoi finalement vous avez gagné quand même pas mal de choses en étant entraîneur, et ça nous intéresserait de savoir votre méthode. Mais moi, j'ai pas de méthode. J'ai pas de méthode. J'ai des convictions. En termes d'équitation, c'est, vous savez, je citais Oliveira tout à l'heure, Nuno Oliveira, et il a une citation que j'aime beaucoup. L'art équestre, c'est un art, commence par la perfection des choses simples. Point. Pour apprendre à courir, il faut d'abord marcher. Donc un cheval, Éric Loradour le disait très bien l'autre jour, prendre son temps. Donc ça, on le sait, Michel Robert le sait, tous vos derniers invités le savent. Et ce qui est amusant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un monde qui s'accélère en permanence, le cheval, il va à la même vitesse, lui. Lui, il n'en a rien à foutre qu'on ait un avion à prendre. Et ça, ça devient presque philosophique, mais honnêtement, de toi à moi, ça sert à quoi de consacrer ta vie à faire sauter des chevaux qui n'ont rien demandé? Il faut qu'il y ait un sens à ça. Et c'est ça que j'essaye de trouver. Et si j'écris, j'irai peut-être un peu là-dedans, de prendre un angle un peu différent. De dire, voilà, petit gars de pays, fils de fermier, peintre en bâtiment, ben oui, on peut. J'ai envie, moi, de faire croire aux jeunes que tout est possible. Qu'encore une fois, j'aimerais inspirer en disant, si lui est arrivé, alors on y va. Comme un Marcel Rosier. Marcel Rosier, il a un parcours comme ça. Et tu te rends compte, quand je me suis retrouvé à Rio, avec Marcel à côté de moi dans le Kiss and Cry, il me dit, Jean-Maurice, tu vas nous la ramener, celle-là, vous allez nous la ramener. Je dis, Marcel, en tout cas, je le souhaite tellement, pour aussi ce que tu m'as inspiré. Parce que tu as été mon guide. Marcel, c'est un guide. Combien de gens, il a touché à tout. Et encore aujourd'hui, la prestance qu'il a, Neko, c'est pareil. Moi, quand le Brésil m'a demandé de devenir chef d'équipe, j'ai dit, OK, on n'a même pas parlé d'argent. J'ai dit, il y a deux préalables. Un, c'est que les cavaliers de tête en aient envie. Bon, et en même temps, je suis après que c'était eux qui avaient demandé au président de le faire. Donc ça, c'était facile. Mais deux, que Nelson Pessoa soit d'accord. Je n'irai pas sans le soutien de Monsieur Nelson Pessoa. Et donc, je l'appelle. J'appelle Neko. Et je lui dis, Neko, voilà, mais j'étais comme un gamin, j'ai respiré 10 fois avant de passer le coup de fil. Hein. Je dis, voilà, on me propose de prendre l'équipe du Brésil. Mais voilà, je voudrais avoir ton avis déjà, et puis et que tu sois vraiment derrière moi. En aucun cas, je cherche un poste de ce niveau-là. Professionnellement, tout va bien. Et il me dit, avec son accent, hey, Jean-Maurice, ne prends pas, hein, ça va être difficile, hein, le Brésil, là. Et il continue comme ça, et il dit, OK, merci Neko, ciao, ciao. Raccroche, 3 semaines après, coup de fil, Neko sur mon téléphone. Hey, Jean-Maurice, c'est Neko. Et j'ai dit, mais bonjour Neko, ça va? Oui, oui, ça va. Tu sais, j'ai réfléchi, tu dois prendre le poste parce que tu as connu la France, ils vont te respecter. Et il me tient un tout autre discours. Je dis, écoute, tu me dis une chose, au contraire. Je dis, tu vas à Réseau dimanche prochain? Il me dit, oui, je vais à Réseau. Et je dis, écoute, on se parle. Et on a passé 3 jours du concours, on avait nos élèves. Et entre nos élèves, on était comme deux vieux Corses en train de discuter. Et il m'a raconté toute sa vie. Tu vois un peu le privilège, toi. Et donc, on est parti comme ça. Parce que ce sont des guides, ces gens-là. Des guides. Et encore aujourd'hui, il y a 84 ans, ils ont une énergie. Et voilà des gens qui ont su transmettre leur passion. Et on leur doit. C'est un privilège d'être vivant et de les avoir rencontrés. Donc je dis ça pour tous les jeunes, si vous les croisez, allez leur parler. C'est des gens tellement généreux, qui ont le cœur sur la main. Et Neko, c'est un livre, quoi. Il te raconte des histoires, il te raconte pourquoi il n'a pas emmené Grand Geste aux Jeux Olympiques, parce qu'il ne pouvait pas le longer, etc., etc. Quelle humilité. Il m'appelait, moi, tous les lundis, pendant que j'étais chef d'équipe de Brésil, tous les lundis matins, Neko m'appelait pour me donner le résultat de ses élèves. T'imagines ça? Alors ça, c'est la classe. Je le dis parce que, voilà, c'est la classe. Il y avait une photo qui m'avait beaucoup ému.
il y a quelques temps, on voyait justement Marcel Rosier et Nelson Pessoa réunis sur un concours, les deux sur la rambarde. Et c'est vrai que c'est incroyable. Cette image, elle a tant de symboles et tant de choses à dire, quoi. Ah oui, non, c'est vrai que quelquefois je suis surpris. Quand je parlais de la Young Riders Academy tout à l'heure, on les regarde à cheval et on les interviewe. Et souvent, moi, je leur demande, vous connaissez un tel, Pierre Durand? Non, non, non. La culture équestre, c'est important. Quand on est passionné de football, on a toutes les étiquettes. Moi, en 76, quand ils ont gagné, je connais tous les chevaux, les gars, où ils habitaient, etc. Donc oui, il faut garder en mémoire, il faut pas les oublier. Et eux, Dieu merci, ils le sont pas. Mais par exemple, il y a une chose qui m'a touché, moi, qui m'a même fait du mal. Par exemple, on a organisé une finale de la Coupe du Monde à Bercy il y a quelques années, il y a 3 ans. Eh bien, Bruno Bruxo, qui est le seul vainqueur de la Coupe du Monde, n'a pas été invité. Donc, je trouve que parfois, on a la mémoire courte et c'est bien dommage. Oui. Je ferme la parenthèse. Je vois Eric Loradour qui dit quel honneur d'être cité par Jean-Maurice Bonneau. Merci l'ami et bravo pour ta carrière. Et puis Laurence J'ai Gazelle. ton livre et tu le sais, moi, Eric. On était voisins quand on a débuté. Il était à Poigny-la-Forêt et moi chez Daniel Constant. D'accord. Et je vois Laurence Gazelle, la groom de Kevin Stott, qui dit une expérience formidable à Rio avec Jean-Maurice. C'est vrai que c'est ce qu'on essaye aussi à travers ce live. Tu parles de passion, que tout est possible. Et on essaye en tout cas de montrer tout cet écosystème. Il n'y a pas que les cavaliers et le cheval qui font ce sport. Et il y a notamment ces grooms euh, qu'on a mis en avant à travers la groom de Philippe Rosier, justement. Et là, il y a Laurence Gazelle, l'ancienne groom de Kevin Stott, qui te fait un petit coucou. C'est des gens aussi avec qui vous tissez des liens. Oh, ben, énormément. Je veux aussi citer bien évidemment les propriétaires sans qui il y aurait pas toute cette économie, bien évidemment. Mais les gros, moi j'y passe beaucoup de temps aux écuries. Parce que j'ai fait ce métier, donc je le connais et je profite toujours quand j'ai un micro ouvert pour mettre en valeur ce travail. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Laurence. Effectivement, ça a été une aventure avant, ça s'est arrêté après, mais ce sont des moments tellement particuliers. Et justement, le rôle des grooms là, aujourd'hui, Dieu merci, on en parle de plus en plus. Ils sont tellement multitâches. Ils ont tellement de connaissances, mais de très haut niveau, sur les soins, sur le fait de passer des frontières, de conduire. Quand on voit toutes ces petites minettes là, conduire ces camions avec des chevaux derrière, ils enchaînent, ils prennent l'avion. Moi, je suis admiratif. Et un cavalier de très haut niveau, pardon, sans bon groom, ça fonctionne pas. Parce que moi, j'ai fait souvent l'expérience d'une même écurie avec un groom ou un autre et de voir le comportement des chevaux changer dans le calme, dans le relâchement ou alors dans l'excitation et autres. Donc, bien évidemment. Et puis, on parle du cavalier et du cheval sont des binômes, mais le cavalier et le groom, c'est des binômes. Il y a un niveau de complicité, ils connaissent tous leurs petits tics, leurs petits tocs, même parfois, les uns les autres. Mais le groom, c'est les concours indoor, ça c'est la pire des choses. Ils se couchent à 2-3 heures du matin et à 5 heures, ils sont debout, surtout quand tu groomes Kevin qui commence à monter très tôt, etc. Donc, il faut beaucoup de résistance physique, une passion sans limite et tellement de connaissances. Donc, bien évidemment, c'est même pas une question, quoi. C'est une évidence, quoi. D'accord. Question d'Olivier. Que pensez-vous du système actuel en France pour faire émerger des nouveaux talents, toi qui a bien connu cette problématique au Brésil? Alors, je suis plutôt. Alors, j'essaye d'étayer ma réponse pour bien répondre. Pour moi, il y a deux secteurs. Il y a un secteur poney, junior, jeune cavalier. Je trouve que le niveau est assez faible. Je ne vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais je ne pratique pas la langue de bois. Le niveau est assez faible, parce que quand je vois, notamment en Belgique, parce Oui. que j'avais un gamin au championnat d'Europe l'année dernière en Hollande, et quand je vois les Belges, les Hollandais, les Anglais, les Irlandais, on a des gamins qui montent mieux que nos gamins. Alors je ne sais pas pourquoi, et je ne suis pas en train de faire le procès de quiconque, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est factuel.
c'est factuel. Et alors, émergent des cavaliers. Ensuite, en France, on a un très bon système pour moi, alors qu'il y a peut-être des mauvais côtés, mais moi, sur le plan sportif uniquement, je trouve que le Grand National est un bon système, qui a été créé d'ailleurs avec Christian Payot, qui était vice-président de la fédération à l'époque, à la fin de mon mandat, parce que j'avais constaté que les concours nationaux diminuaient de niveau et arrivaient à 145, à demande de certains cavaliers, et que finalement, je n'avais pas de réservoir en me basant sur le niveau des gros nationaux français. Un peu comme au Brésil, si tu veux. Et donc, avec Christian et le président, le comte, avait été créé ce Grand National pour dire, voilà, la cote, c'est 1,50 m. Donc, on ne triche pas. Et on a vu au bout de 4-5 ans qu'on avait un vivier de cavaliers dans lesquels on puisait mes successeurs. Et notamment, je vois Philippe Guerda, le nombre de cavaliers qu'il a amené à haut niveau, Gilles Avant, etc. Parce que moi, le discours de dire il y a une rétention de jeunes, c'est pas vrai. Un sélectionneur, il veut toujours élargir son vivier. Donc, mais je vois au niveau, quand on voit un Martin Fuchs, quand on voit les Philippe Hertz, quand on voit les jeunes Irlandais, ils ont beaucoup plus de cavaliers qui basculent beaucoup plus vite de jeunes cavaliers à seniors. Et nous, je te demande de m'en citer deux, tu vas pas me les citer. Ben non, c'est vrai que Donc, il y a un gap. Voilà. Alors, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est en amont ou alors, moi personnellement, là aussi, je ne vais pas me faire que des amis, mais je trouve qu'on commence souvent par la fin. L'art équestre commence par la perfection des choses simples. Je pense qu'avant de mettre un chronomètre à des gamins qui débutent à poney, il faut d'abord leur apprendre à monter à cheval. c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que on est quand même un pays avec une tradition équestre énorme, mais effectivement, on voit des fois, on regarde l'âge de certains cavaliers. Je me rappelle il y a quelques années, Michael van der Vleuten était déjà à très haut niveau. Je regarde son âge, 24 ans. 22, Bertram Allen, on n'a pas ça. Voilà. Est-ce Ils que le sortent des fait jeunes que câbles. Ben, regardez Van Passion, regardez les Belges, ben, le Verloy, petit. Ouais, c'est ça. est-ce que en France, il n'y a pas ce côté, c'est dans les centres équestres ou les histoires de galop. En tout cas, je suis encore un petit peu dans ce milieu, même si un peu moins. Mais ce que j'entends, c'est que les enseignants deviennent plus des animateurs que des véritables enseignants. Et que effectivement, on commence par la fin. Et le mieux est l'ennemi du bien. Et il n'y a plus de base. Il n'y a plus d'art équestre il n'y a plus d'histoire équestre non plus. En tout cas, on ne fait plus rêver les gens et ils n'ont pas un cadre propice à être bon, entre guillemets. Est-ce que c'est pas ça aussi? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que les enseignants, moi, j'essaye dans mon département et dans ma région, je leur offre une journée par an où je vais à leur rencontre, on travaille des chevaux et je les prends avec moi, on prend des cobayes et puis on essaye d'étayer une séance comme ça en échangeant. Et puis l'après-midi, je leur raconte un championnat ou une expérience vécue, etc. En fait, c'est tout un système qui a basculé, je ne sais plus en quelle année, où il y a eu ces BPGEPS, et effectivement, et ils sont plus animateurs que techniciens. Mais eux, ils sont victimes quelque part, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Beaucoup ont envie d'apprendre et de monter à cheval et de se remettre en question. J'en connais énormément. Je pense aussi que nous, à haut niveau, ça faisait partie de la charte de l'équipe de France à l'époque, et je vois que ça se fait, il y a eu des initiatives suite à celle de Philippe, d'aller vers les centres équestres. Et je crois que ça, c'est important, que les Pénélope, les gens qui font rêver, ils le font sûrement, hein, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre les cavaliers de haut niveau qu'on admire et le cavalier de base. Tout ça doit être réuni. Et puis ensuite, pour les galops, de mon point de vue, les galops de base, pourquoi pas, mais le galop qui donne accès à la compétition, pour moi, devrait être plus exigeant. Et il se trouve que j'ai l'expérience de la Suisse, parce que j'ai entraîné Laetitia et puis son frère Léon, là, du Quédic et Pierre. Et du coup, je suis le système junior et children en Suisse. Ils appellent ça la relève. Donc déjà, ça veut dire, c'est un mot qui a du sens. Il faut faire partie de la relève. Ça veut dire que vous êtes dans une shortlist où vous êtes sous le joug de la Fédération suisse et il y a des stages avec un entraîneur
et de temps en temps avec Thomas Fuchs. Excusez du peu. Et puis, ils ont du travail sur le plat. Moi, j'ai passé une après-midi à faire travailler Léon sur l'exercice qu'on lui demandait, changement de pied, contre-galop, arrêt dans des diagonales sur un cercle avec changement de pied, et blabla, etc. Donc, toute la base. Moi, de toute façon, j'assume complètement ce que je vais dire. Il est évident que dès le plus jeune âge, il faudrait intéresser les gens au travail sur le plat. J'aime pas le mot dressage, je préfère le mot éducation. Mais on ne peut pas en faire l'économie. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a un cavalier qui fonctionne bien aujourd'hui, il s'appelle Édouard Lévy. On dit, oh, il est jeune. Non, il n'est pas jeune, Édouard Lévy. Mais il a passé des années chez Delaveau. Et puis aujourd'hui, il monte bien. Mais voilà un exemple. Et je m'interroge en disant, non, au risque encore une fois de chagriner, non, on n'a pas de passerelle, on n'en a pas aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura demain, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Et puis en Belgique, en Hollande, en Angleterre, en Irlande, c'est tous les ans qu'on en voit qui Oui, c'est vrai switch. qu'Edouard Lévy, ça a été, c'est l'exception, mais parce qu'il est passé chez Patrice, chez Ludger Beerbaum, il s'est créé son propre destin, qu'il soit Exactement. français ou allemand finalement. Mm. Les jeunes qu'on a, par exemple, un Alexandre Fontanelle, je pense à lui, qui a trouvé un très bon cheval, qui a fait Coupe du Monde, qui a classé Grand Prix de la Baule. Euh, Ils ont ce cheval d'exception qu'ils rencontrent peut-être une fois dans leur vie. Et est-ce qu'il n'y a pas toute une assistance autour, quelque chose qui permet de faire tremplin et pas qui se retrouve dans le creux de la vague 3 ans plus tard, une fois que le cheval n'est plus là et qui disparaissent? Alors ça, c'est la question fondamentale et c'est la raison pour laquelle on a créé cette Young Riders Academy. Pour apporter autre chose. Aujourd'hui, vous allez dans un CSI allez, junior, jeune cavalier. Vous secouez un arbre, il tombe 10 super cavaliers. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont super cavaliers talentueux qu'ils vont être athlètes de haut niveau et qu'ils vont faire une carrière de 20 ans. C'est ça qu'on essaye de leur apprendre, de leur apporter, nous, dans notre programme de formation sur un an, où ils vont chez un entraîneur et ils ont cours avec média training, préparation physique, préparation mentale, cours avec vétérinaire. On les emmène dans une école de formation de jeunes chevaux en Suède. Ils apprennent à faire des longues graines, par exemple, et des exercices de base. On les emmène visiter la FEI, qui connaissent la structure, qui sachent comment le sport fonctionne. On les emmène visiter le comité olympique. Cette opération est soutenue par Rolex. On leur donne des cours sur qu'est-ce que le partenariat, le sponsoring, comment se comporter. Tu vois, essayer de donner un programme. Parce que aujourd'hui, c'est ça, un athlète de haut niveau. Eric, il le disait, qu'il a souffert quand il a été champion du monde en 90. Il n'était pas préparé à ça. Et donc, ça a été difficile à la fois de mener sa carrière d'athlète de haut niveau et de rester performant, tout en ayant ses obligations d'homme public, parce que et c'était l'occasion de faire la promotion du sport. Aujourd'hui, on a travaillé là-dessus, et il faut travailler là-dessus. Et là, par exemple, cette année, bon, malheureusement, on n'a pas pu faire nos sélections à cause du Covid-19, mais on a Mégane Moissonnier. Moi, ça fait 3 ans que j'ai dit à sa mère, il faut que tu m'envoies ta fille dans la Young Riders Academy. On a Arthur Dequet qui est inscrit. Alors, les sélections ne sont pas faites. On a eu Margot Requet. J'espère que demain, il y aura des Valentine Delaveau ou des gamins comme ça qui montent bien, qui ont du talent, mais à qui on doit apporter entre guillemets, cette université qui amène à faire de ces cavaliers des champions de demain. Alors, ce n'est pas nous qui avons la prétention de leur fournir les chevaux, etc. Non, mais encore une fois, apprends à pêcher, tu mangeras toute ta vie. C'est ça l'idée, quoi. Donc, bien évidemment que nous, alors je crois que la fédération fait beaucoup de choses. La fédération fait beaucoup de choses. Il n'y a pas un staff en Europe aussi important que la France. Il y a un nombre d'entraîneurs incroyable. Donc, après, je ne sais pas où ça tient. Mais en tout cas, si pour répondre à ta question, bien évidemment que bien monter à cheval ne suffit pas à faire une carrière à très haut niveau. Des personnes parlent aussi des propriétaires, peut-être qui font pas assez confiance à des jeunes. Est-ce que ça revient à ce que tu dis? La Young Riders, il faut savoir leur parler, il faut savoir se vendre, il faut savoir être chef d'entreprise finalement. Ça rejoint un peu ça pour Oui, attirer des investisseurs. oui, tout à fait. Et puis, pour les propriétaires, alors, il y a aussi un propriétaire, quelque part, c'est un gestionnaire.
son cheval, c'est un capital. Alors, soit il y a des propriétaires qui font ça à but non lucratif, qui aiment le sport, qui veulent aller faire des championnats, ils accompagnent le projet, ils le financent, ils ont des médailles, ils sont contents. Mais au fur et à mesure, ils peuvent aussi devenir étalonniers, parce qu'ils ont un étalon qui va produire. Je pense à Mme Maigret, éleveur, pour justement essayer d'équilibrer, etc. Ils peuvent aussi, aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de propriétaires ont plusieurs cavaliers. On le voit chez cette propriétaire dont je vais oublier le nom, là, qui a des chevaux chez Marcus Henning et Grégory Watley. Geneviève Maigret qui a des chevaux, pareil, chez plusieurs cavaliers. Le Haras des Coudrettes qui a plusieurs cavaliers, etc., etc. Et dans ces cavaliers, il peut y avoir des jeunes chevaux à débuter. Donc, ça peut être aussi le tremplin. Jeunes chevaux, je parle d'un 8 ans qui fait du 2 étoiles, pas forcément un 4 ans. Et je crois que la bonne gestion d'un piquet de chevaux et d'une écurie passe justement par la diversité. Aussi parce qu'il y a certains types de chevaux, par rapport au caractère, par rapport à la personnalité, vont bien s'accorder avec un cavalier, aussi bon soit-il, ou ne pas s'accorder avec un autre cavalier, aussi bon soit-il. Ça, c'est dans l'ordre des choses. On l'a vu, évidemment, plein de fois. Bon, ça fait 1h40 que nous discutons. On va bientôt te laisser, mais pour conclure un peu ça et puis avoir des perspectives positives, euh, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui nous regarde et ok, on accepte le système là actuellement tel qu'il est, mais si quelqu'un veut s'en sortir tout de suite maintenant, on voit Alice qui dit est-ce que l'étranger est un passage obligé? Qu'est-ce que tu conseilles en tout cas à quelqu'un qui veut réussir dans le sport et peut-être de manière générale dans sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle? Alors, il faut plusieurs qualités, je pense. Euh, il faut bien sûr avoir du talent. Il faut être curieux. Moi, j'ai appris en lisant, mais j'ai eu la chance de pouvoir observer beaucoup. Donc, curiosité, observation, courage. Les feignants pouvaient aller faire autre chose, il n'y aura pas de place pour vous, ça c'est sûr. Et puis, il faut un peu de chance, mais la chance, ça se provoque. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Rochefort. Et je le dis parce que euh, peut-être que Louise nous écoute, elle le sait d'ailleurs. Voilà, j'ai eu cette chance. Mais on a tous des opportunités. Mais justement, c'est là où le comportement, c'est-à-dire que si, par exemple, vous montez vos chevaux, vous êtes crado, vous allez vous enfermer dans votre camion, vous avez peu de chances de rencontrer de gens. Il faut être ouvert, il faut savoir parler, il faut parler anglais, ça, une carrière internationale, pas forcément comme Shakespeare, mais au moins cet anglais qu'on utilise qui permet de comprendre et de se faire comprendre partout. Et puis, encore une fois, ne pas s'arrêter à au premier échec ou aux premières difficultés, il faut être opiniâtre. Je ne sais pas si je réponds, mais c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Et puis, il faut se dire une chose, ce sera peut-être la conclusion, c'est pas réservé qu'aux autres. Il faut encore une fois, il y avait une jolie pub à une époque pour le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Alors tentez votre chance. Magnifique. Magnifique. Jean-Maurice, merci beaucoup. Bon, ça fait 1h40 qu'on parle. On va essayer de tout enregistrer et puis de le diffuser sur, sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'on se La santé. retrouve, oui, voilà, qu'on se retrouve tous en bonne santé et qu'on en finisse avec cette période qui, en tout cas, si on met de côté la crise, aura pu nous permettre aussi de nous poser et de discuter avec toutes ces personnes et puis de faire un point aussi sur notre vie et notre système de manière plus générale. Je pense, oui. Je pense que par moment, c'est bien de faire une pause et puis de dire, bon, j'en suis où, j'étais où, je veux aller où. Et ben merci beaucoup. Demain, nous serons avec Grégory Bodo qui vient de m'écrire à l'instant. Il vient de créer un compte Instagram pour l'occasion. Grégory Moi Bodo, aussi.